Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire sur cette très belle classe d'actifs obligataires. Je suis Christophe Tapia. Je vais animer ce webinaire avec Kevin Gamero, voilà, gérant chez Sony depuis maintenant bien longtemps, avec qui on partage nos journées, avec qui on s'amuse beaucoup et avec qui on va vous essayer de vous faire redécouvrir pour certains, en tout cas, cette classe d'actifs obligataires. Alors, il y avait plein de titres possibles pour ce webinaire. On aurait pu appeler ça l'obligataire contre-attaque, on aurait pu appeler ça l'obligataire une nouvelle donne. Enfin, il y a plein de titres possibles. Le point très positif, c'est que avec ce qui s'est passé l'année dernière, on redécouvre cette case d'actifs obligataires. Donc ça, c'est un point évidemment très positif pour une structure comme Sony qui a un ADN très marqué sur l'obligataire. Donc ça, c'est un élément très positif. On a vu effectivement une ruée très importante sur les fonds à échéance ou les fonds datés, dont nous avons fait partie aussi, et ça va être le sujet de la première partie du webinaire. On va faire un point sur notre fonds Sony Opportunité 2025, dont la période de souscription s'arrête dans 3 jours, hein, le 30 avril. Donc, faire un petit point de là où on en est aujourd'hui, et puis surtout, essayer de faire une espèce de comparatif, un petit match entre fonds datés et fonds ouverts, parce qu'au bout du compte, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les fonds datés ont permis de remettre la classe d'actifs obligataires au cœur de l'univers de l'allocation d'actifs patrimoniales. Donc ça, c'est un point plutôt très positif. Maintenant, la question, c'est après les fonds datés, est-ce que l'obligataire s'arrête là? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire? Est-ce qu'il n'y a pas, dans les conditions de marché actuelles, d'autres idées à trouver? Et c'est le message qu'on va essayer de faire passer avec Kevin en essayant de parler à la fois de ce qu'on a fait sur les fonds datés, de faire un peu un focus marché obligataire, parce que à force de dire qu'il s'est passé plein de choses en 2022, il s'est aussi passé plein de choses depuis le début 2023. Donc, on va faire aussi un bilan sur ce qui se passe sur les marchés. Et puis, à la fin, un petit focus sur Sony Eurocrédit Opportunité, qui est le fonds géré par Kevin. Et ce qui est intéressant dans ce webinaire, c'est que Kevin, il gère et Sony Eurocrédit Opportunité et Sony Opportunité 2025. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir effectivement l'approche du même gérant, à la fois sur un fonds daté et sur un fonds ouvert. Et on va voir que bien évidemment, ça n'intéressera pas forcément les mêmes clients, mais pas forcément les mêmes partenaires non plus. Et on va pas forcément retrouver la même chose en intérieur. Alors certes, d'un point de vue conjoncturel, là, à date, on va retrouver des choses qui peuvent être proches, mais sur un horizon un peu plus lointain, on va voir que tout l'intérêt que peuvent avoir des fonds obligataires ouverts. Donc voilà, après cette longue introduction, on va dérouler. Bien évidemment, juste un petit point de forme aussi avant que j'oublie, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions en bas à droite, donc c'est moi qui ferai l'administrateur de la partie questions-réponses, et puis voilà, en fonction de ça, à la fin de la présentation ou au cours de la présentation, j'y répondrai soit par écrit, soit on en parlera à l'oral avec Kevin pour avancer là-dessus. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vais essayer de persuader que oui. Kevin, je te laisse la main pour faire un premier bilan sur Opportunité 2025, là où on en est aujourd'hui, ce qu'on peut en attendre sur les 2 ans et demi qui arrivent. Et puis après, on déroule la présentation, comme évoqué dans mon long préambule. À toi. Ok, merci Christophe, bonjour à tous. Alors, on démarre par un bilan sur Sony Opportunité 2025. Donc, c'est un fonds qui, à date, est investi à environ 74% de son actif. On a aujourd'hui donc les 3/4 positionnés à un taux actuariel qui se situe au-delà des niveaux sur lesquels on avait communiqué à l'origine, c'est-à-dire qu'on a un taux actuariel à 6,45. C'est un taux qui tient compte d'hypothèses de réinvestissement que je vous présente ci-dessous, qui sont des hypothèses relativement conservatrices en l'état, dans la mesure où, par exemple, on estime être en capacité de replacer le papier qui arriverait au remboursement en 2025 sur des conditions de taux à environ 2,50 ce qui nous rend relativement confortable quand on sait que le Euribor 3 mois, par exemple, est sur des niveaux 50 centimes plus élevés. Donc 6,45 de taux actuariel, les 3/4 sont investis. La phase de commercialisation se termine, comme Christophe l'évoquait, à la fin de la semaine. Donc on peut sereinement imaginer qu'on sera pleinement positionné dans ce véhicule d'ici à la fin du mois de mai. La construction du portefeuille, on est sur une gestion relativement resserrée, hein. On a à date 77 lignes obligataires, 71 émetteurs. Ce qui me paraît important de souligner ici,
c'est qu'à l'origine, au moment de la conception du fonds, on s'était dit qu'on allait faire un tiers de l'actif exposé sur des émetteurs investment grade ou notés BB, hein, donc la frange haute du high yield. Et on s'aperçoit en fait que on va être un peu au-dessus, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que on a augmenté la qualité de crédit du portefeuille puisqu'on aura 42 de l'actif exposé en IG ou en WB contre 33 initialement visé, et cela s'est fait sans dénaturer le taux actuariel puisqu'on est bien au-dessus des 6 sur lesquels on avait communiqué. Donc une meilleure qualité sans une baisse, de taux. En termes d'émetteurs, on vous présente ici les principales lignes du portefeuille. Donc, on fait le top 10. On voit qu'on a du secteur télécom que j'apprécie particulièrement en période d'inflation. On a donc de la Iliad subordonnée 2026, du mass mobile. On a également de l'alimentaire avec Picard, hein, une société qui, malgré un endettement important, parvient toujours à générer des cash flows dans la mesure où c'est une société qui arrive à maîtriser ses marges, notamment en période d'inflation, et les derniers chiffres ont donné raison à la société. On a des debt collectors avec Intrum. Le secteur du jeu avec Cirza, une société qui améliore ses KPI depuis plusieurs trimestres maintenant. Banijay dans le secteur des médias, une boîte tech avec Almaviva, Tom Europe, Belden que j'aime particulièrement aux États-Unis dans l'industrie des serveurs, et Coty dans le luxe. En termes de ventilation par pays, on a un fonds qui est positionné à l'international, hein, avec une composante très européenne puisque c'est un fonds exclusivement en euros, mais sur des émetteurs qui sont effectivement orientés à l'international avec des business qui sont pour la plupart très diversifiés. Le champ des possibles dans l'obligataire fonds daté ou fonds ouvert, Christophe, peut-être tu veux nous donner un mot là-dessus? Allô? Je vais mettre mon micro parce que Christophe? Ouais. j'avais coupé mon micro. Donc, oui, alors c'est important. Là, c'est un premier champ des possibles effectivement sur fonds daté versus fonds ouvert. Aujourd'hui, on a essayé de mettre les idées fortes. Bien évidemment, le gros intérêt d'un fonds daté, c'est que c'est très simple. Et en tout cas, chez Sony, on a voulu que ce soit simple. Donc, ça, c'est un premier point en termes de commercialisation. On se retrouve sur une gestion qui ressemble évidemment à du portage obligataire, avec une maturité, avec un taux embarqué. Donc, globalement, on retrouve tous les grands marqueurs du crédit de façon assez traditionnelle, avec beaucoup de visibilité et une bonne visibilité sur le résultat final, hors taux de défaut, bien évidemment. Et aujourd'hui, l'autre point qui était essentiel pour nous sur ce fonds daté, c'était d'avoir un fonds avec une maturité courte pour justement répondre à tout un tas de problématiques qui étaient de dire, bah, aujourd'hui, la duration ne paye pas. Donc, évidemment, comme je l'ai dit à chaque fois depuis la commercialisation du fonds 2025, en tant que patron de société de gestion, j'aurais préféré faire un fonds 2028. Hein. C'est 3 ans de frais de gestion en plus, j'ai assez bien compté, et d'un point de vue purement économique, ça avait beaucoup plus de sens. Mais là, pour le coup, si j'avais fait ça, Kevin m'aurait tiré la manche très fort pour me dire, non mais 28, ça sert à rien. Aujourd'hui, on a déjà un très bon niveau de rémunération sur le 25, avec une période courte, donc avec de la visibilité. Et vis-à-vis d'un client final, je pense que d'aller s'exposer sur des durées pas trop longues, ça avait aussi beaucoup de sens en termes de commercialisation, en termes de visibilité, en termes de taux. Donc, il y avait beaucoup d'éléments qui limitaient pour un fonds court. Et donc, c'est ce qu'on a fait sur l'opportunité 2025 pour cocher les caractéristiques que vous avez à l'écran aujourd'hui sur la simplicité, la visibilité et la lisibilité de ce type de fonds. Bien évidemment, comme une question est posée là, c'est un fonds dans lequel on peut sortir tous les jours. Hein. Donc, liquidité quotidienne, voilà, bien évidemment. On ne peut plus rentrer après le temps travail. Donc, le fonds, il est fermé. Et ça, c'est un autre élément qui est très fort sur les fonds datés de notre point de vue. Un fonds daté qui est ouvert trop longtemps, en fait, c'est plus un fonds daté, on passe dans la case d'à côté, ça devient un fonds ouvert. Voilà, parce qu'au bout du compte, bien évidemment, de façon très intuitive, on se rend compte que s'il y a beaucoup de souscriptions sur un fonds daté ouvert trop longtemps, on vient diluer l'actuariel de ceux qui étaient à l'intérieur. Et donc, c'est un autre sport et ça coche d'autres cases. C'est pour ça que la différence peut être parfois ténue entre fonds daté et fonds ouvert. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire justement pour exprimer les bonnes différences qu'on va trouver à l'intérieur d'un fonds ouvert. Et donc là, le lien est assez rapide. Sur un fonds ouvert, bien évidemment, on va avoir une plus grande flexibilité en termes de gestion.
Parce que là, maintenant, une fois que le portefeuille du 25 il va être figé, sauf s'il y avait un accident à l'intérieur du portefeuille ou un stress de scénario type Covid où on pourrait imaginer de réouvrir le fonds, globalement, il va plus se passer grand-chose. On va porter les papiers jusqu'à maturité, sauf s'il y a des remboursements anticipés qu'on n'aurait pas imaginé ou on réinvestira avec les hypothèses qu'a évoquées Kevin tout à l'heure. Mais globalement, la gestion va être bien plus fermée que sur un fonds ouvert où on va avoir beaucoup plus de flexibilité et surtout, cette flexibilité, elle va être liée aux évolutions du marché. Et l'intérêt d'un fonds ouvert, c'est la capacité de s'adapter aux différents changements qu'on va avoir entre maintenant et le 31 décembre 2025, par exemple, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire sur un fonds daté. Et bien évidemment, après, en termes de rendement, on peut imaginer que cette flexibilité nous apporte un rendement supérieur. Et c'est aussi l'idée qu'on va avoir en termes d'explication sur cette partie fonds ouvert. Et c'est pour ça qu'on va parler plus de marché aussi tout à l'heure, parce que ce fonds ouvert va avoir la capacité justement de travailler les anticipations qu'on peut avoir sur le marché du crédit. Et sachant que c'est un marché qui est de plus en plus vivace, en tout cas, il se passe beaucoup de choses. Et donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va vous expliquer dans l'étape d'après. Voilà. Ton micro, Kevin, tu fais comme moi. Ouais, effectivement, cette notion de flexibilité que tu mentionnes, Christophe, elle est très importante quand on regarde des fonds ouverts parce que, ça ne vous aura pas échappé que depuis plusieurs années, on, va de crise en crise, hein. On peut démarrer, si on regarde un peu dans le rétroviseur au 4e trimestre 2018 avec des marchés actions qui font -20. Ensuite, on a eu, la crise du covid en 2020. On a eu, l'année dernière qui était, un krach obligataire, dans des proportions extrêmement puissantes, hein, parce qu'on si on regarde la performance, par exemple, d'emprunts souverains l'année dernière, bon, bah, on a fait -15, -20. Donc on va de crise en crise. La bonne nouvelle, c'est que, on reparle de l'obligataire et ça, je crois que c'est un point qui est essentiel, hein. Aujourd'hui, on peut légitimement s'intéresser à la classe d'actifs obligataires en se disant: «Bon, on retrouve des taux». Moi, j'aime bien ce slide-là parce que il met en perspective un peu, l'évolution qu'a pris ce marché obligataire depuis 18 mois. En décembre 2021, on avait, finalement ici, vous avez, 2 tableaux avec, des buckets de maturité et des buckets de rating par catégorie corporate, financière et non financière et on s'aperçoit qu'en décembre 2021, il était difficile, de laisser la place à de l'obligataire dans les allocations d'actifs parce qu'on n'avait pas de rendement, hein. On avait du risque, mais on n'avait pas de taux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Alors même si on a, un aplatissement, voire une inversion de la courbe, on a du taux même sur des échéances très courtes. Donc le retour de l'intérêt pour l'obligataire, il est très marqué, heu et il se nourrit essentiellement, d'un changement de paradigme qu'on enregistre depuis plusieurs trimestres, désormais. Le 1er changement de paradigme, c'est sur l'inflation. On a une inflation qui est sur des niveaux très élevés aux États-Unis et en Europe. On a une inflation, totale qui a tendance à plutôt baisser aux États-Unis, hein, c'est la courbe blanche. Mais l'inflation core, hein, celle qui est, retraitée, du prix de l'énergie, notamment, elle, cette inflation core, elle reste stable, voire elle monte en Europe. D'ailleurs, c'est intéressant de souligner qu'aux États-Unis, au mois de mars, on a une inflation core qui est désormais au-dessus de l'inflation totale. C'est relativement rare pour le souligner. Donc on a cette inflation qui est très prégnante. En Europe, c'est le même tempo, hein. On a une inflation core qui se tient très bien, qui continue de poursuivre et qui, trouve son origine, dans plusieurs facteurs, mais notamment dans le fait que bon, l'activité des services est relativement booming et que les craintes que je pouvais d'ailleurs évoquer dans le cadre de webinaires, l'année dernière ou à l'été 2021, les craintes d'une, possible boucle prix-salaire, bah, ces craintes-là sont en train de se matérialiser, hein. On voit à différents égards que, on a une pression salariale. Je lisais encore ce week-end qu'en Allemagne, dans le secteur public, il y a des négociations de salaires qui sont en train de se mettre en place, qui vont être votées, mi-mai, prochain et qui visent à, octroyer une prime exceptionnelle, pour les travailleurs, publics de 3 000 € cette année et derrière augmenter de 200 € par mois le salaire avec une indexation, dans une deuxième phase à plus de 5. Donc on voit bien que
cette logique d'inflation qui n'est que transitoire et qui va redégonfler, elle perd un peu de sa perspicacité, hein. On a une inflation qui va rester durablement au-dessus des 2, une inflation qui est nourrie par, des salaires qui, eux, progressent et qui vont nous amener à des impacts sur les marchés financiers qui vont rester durables. Je vais y venir d'ici quelques instants. Au-delà de cette inflation, très puissante, on a un marché de l'emploi qui est également extrêmement tendu. Aux États-Unis, on est sur un chômage incompressible, hein. On a un taux de chômage à 3,5. C'est vraiment, le chômage incompressible tel qu'on a pu l'étudier, dans nos cours d'économie quand on était encore à l'école. En Europe, c'est la même chose. Alors on n'est pas sur les mêmes métriques, bien sûr. On a un taux de chômage qui est, environ à 6,80, mais on voit bien qu'on est sur un marché de l'emploi qui est extrêmement, dynamique. Ces 2 composantes qui sont l'inflation et l'emploi, qui sont les 2 drivers, regardés par, les, banques centrales, notamment, la Fed et la BCE, ont amené, des réponses, qui sont des réponses extrêmement fortes, avec une remontée des taux directeurs. Ce que l'on a connu l'année dernière en termes de remontée de taux, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, hein. Vous avez à gauche, en fait, le lift-off, du côté de la Fed. On voit bien que la séquence qui est démarrée en mars 2022 nous amène sur des choses qu'on n'avait pas connues, même à l'époque en 94. C'est quelque chose qui est très puissant. Banque centrale européenne, pareil, hein. Aujourd'hui, on a remonté de 350 points de base. Probablement que la semaine prochaine, on va de nouveau avoir 25, voire peut-être 50 centimes en Europe, et sans doute que ce chemin n'est pas terminé. En Europe, moi, je vois bien un taux terminal probablement entre 3,75 et 4, ce qui nous laisse encore, on va dire, 75 à 100 BP de remontée des taux en Europe. Aux États-Unis, on a quelques mois en avance, donc probablement que la semaine prochaine, ce sera la dernière hausse des taux. C'est à prendre avec des pincettes parce que les marchés vont très vite et il faut en permanence s'adapter au contexte. Mais disons qu'aux États-Unis, on est beaucoup plus proche de la fin qu'en Europe. Mais globalement, des niveaux de taux d'intérêt nominaux qui vont être plutôt poussés à la hausse. Ouais, Kevin, j'en profite parce qu'il y a beaucoup de questions sur cette relation entre taux Fed, du BCE versus marché du crédit. C'est-à-dire que voilà, on a un peu de mal parfois à faire la relation entre le 10 ans français qui est à 3, est-ce que ça génère finalement une augmentation des prix de durée sur le crédit? Enfin, il y a beaucoup de questions autour de ça. Est-ce que finalement, comment on peut relier les hausses de taux attendues éventuellement, ou même qu'on a déjà vécu à la Fed ou à la BCE, et comment on peut relier ça avec un opportunité 25 ou avec un euro crédit opportunité, comment on peut corréler finalement cette partie Govies versus le crédit corporate qu'on traite chez Sony? Bah, ce qui se passe, c'est que schématiquement, on a des taux directeurs qui ont tendance à remonter. On le voit, ce sont les 2 graphiques présentés ici. Donc, les taux souverains courts, par exemple, du 2 ans allemand ou du 2 ans français, vont être très liés à l'évolution et à la dynamique que peuvent prendre ces taux directeurs au sein des banques centrales. Donc, les taux courts Govies vont avoir tendance à suivre ce mouvement. Ce qui se passe et ce qu'on constate aux États-Unis depuis l'année dernière, donc depuis le début de l'année 2022 et en Europe depuis la fin d'année 2022, c'est qu'on a une inversion de la courbe. On a des taux 10 ans, par exemple, qui ont plutôt tendance à être sur des niveaux inférieurs aux taux 2 ans. Ça sous-entend quand même que le marché anticipe une récession prochaine. Mais quand on parle du crédit, il y a 2 composantes. Il y a cette composante taux et il y a la composante spread. Donc la composante taux, bah, elle est embarquée et elle est directement liée à l'évolution des taux directeurs et à l'évolution des taux souverains. Donc cette composante taux, bah, elle a beaucoup coûté l'année dernière parce que, bah, les 350 BP qu'on a sous les yeux, il a fallu les intégrer et les digérer dans le marché, du crédit. Et puis on a la composante spread et la composante spread, il est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur, finalement, sur les 15 derniers mois, cette composante spread a pris que, entre guillemets, 150 points de base. C'est peu au regard de ce que l'on pourrait entrevoir
en Europe, si on venait à tomber en récession, on aurait probablement une remontée excessive des spreads de crédit. Mais aujourd'hui, on a un certain équilibre avec une composante taux qui a beaucoup monté, donc ça a donné du taux nominal, dans le marché du crédit. Une composante spread qui a remonté, mais moins vite que la composante taux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des taux d'intérêt nominaux sur le marché du crédit et notamment le marché du crédit à haut rendement, qui sont des niveaux de taux d'intérêt nominaux autour de 8%. Donc on embarque énormément de taux d'intérêt nominal, hein, même si on le retraite de l'inflation, on embarque énormément de taux. Donc il faut bien distinguer quand on parle du marché du crédit, et j'en aurais, tu me reviens si j'ai pas pleinement répondu à ta question, mais je pense que à 8% de taux d'intérêt sur le marché du crédit, on, on est relativement bien payé pour absorber les éventuels chocs de marché que l'on pourrait avoir sur les prochains mois. Ça a été porté par la composante taux. La composante taux, probablement qu'il nous reste encore peut-être 50 centimes à prendre parce que les taux directeurs vont encore remonter. Et cette composante spread, aujourd'hui, elle est calmée, mais elle devrait repartir à la hausse si on a une dégradation des fondamentaux macroéconomiques. Ouais, très bien, c'était exactement, c'est de la bonne réponse, sachant qu'en plus, ce que tu dis là à l'instant, et ce qui est intéressant pour tout le monde, à la fois pour nous, pour vous, distributeurs, et puis pour les clients, c'est que voilà, on retrouve du taux pour une durée. C'est pas juste conjoncturel. Là, on a une structure de taux qui permet d'avoir un peu de visibilité malgré tout sur un horizon de temps et sur une capacité à absorber des chocs qui est bien plus importante que ce qu'on avait début 22 où les taux étaient très faibles, les spreads étaient très bas et globalement il y avait que peu d'intérêt au sens propre comme au sens figuré d'aller acheter du crédit ou des obliges tout simplement. Aujourd'hui, on a une remontée du coût du capital, hein. C'est pas un gros mot de dire ça, c'est simplement que l'argent maintenant vaut quelque chose, en quelque sorte. Donc c'est une très bonne chose pour nous parce que ça va nous permettre de nous repositionner sur les marchés du crédit avec un rendement embarqué. On est quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 5 ans, par exemple. Et donc, cette remontée du coût du capital va nous permettre d'aller capter des opportunités et d'être rémunéré pour ça. Donc, c'est globalement une très bonne chose, en fait, hein. Euh, je reviens à la présentation. Donc, on a vu que les taux directeurs des banques centrales allaient encore remonter la semaine prochaine. Euh, le slide présenté ici vise à montrer que le marché va peut-être un peu trop vite dans la musique des banques centrales, puisque le marché anticipe déjà un pivot au sein de la Fed. Ici, on va se concentrer exclusivement aux États-Unis. On voit que le marché price bien les 25 centimes de la semaine prochaine, mais il anticipe aussi 3 baisses de taux d'ici à la fin de l'année. Et c'est peut-être là où je suis en désaccord avec le marché. Je trouve qu'il est beaucoup trop optimiste. Je pense que quand on regarde ce que peut nous dire Jay Powell, c'est effectivement, j'approche du taux terminal, mais je vais rester durablement sur ce niveau-là. Et donc, l'anticipation du marché qui consiste à dire, bah, je vais avoir des vents dans le dos qui vont me porter parce que je vais avoir des baisses de taux directeurs, je crois que c'est non justifié. C'est non justifié parce qu'on l'a vu, l'inflation core, elle, a du mal à redescendre. Elle est même auto-alimentée finalement par un contexte salarial relativement propice. Et donc ça va nous amener à des niveaux d'inflation qui vont avoir du mal à rebaisser. Et donc la Fed va se retrouver dans l'impossibilité finalement de rebaisser des taux. Elle va conserver ses taux et cette structure désaccommodante dans le marché pour quelques trimestres au moins. En tout cas, c'est ce que je crois et je suis, ici en désaccord avec ce que peut penser le marché. Alors, au-delà des actions, monétaires sur les taux directeurs, heu, les bilans des banques sont également un moyen de, réduire finalement la liquidité, dans le système. Heu, si on fait un focus encore une fois sur la Fédérale Réserve, on constate que, chaque mois, la Fed retire 95 milliards dans le système. Ça nous a amené une réduction de près de 600 milliards depuis mars 2022. Et ce qui est intéressant de noter, et c'est quelque chose peut-être que certains opérateurs de marché n'avaient pas nécessairement en tête, c'est qu'on peut tout à fait avoir une politique restrictive sur les taux et
un bilan de banque centrale qui peut être là et qui peut même être en soutien d'une économie s'il y a un choc systémique qui se présente. Et c'est ce qu'on a eu finalement mi-mars, au moment de la résurgence de risques dans le système bancaire et notamment les banques périphériques, hein, les banques régionales américaines. On voit que la Fed n'a pas hésité à réinjecter près de 400 milliards de dollars de liquidités dans le système de manière à préserver les équilibres qu'on avait en place. Et donc ça, c'est pour moi, c'est un point qui est central, c'est que on peut continuer d'avoir une restriction sur les taux, mais on peut éviter les gros risques systémiques dans le marché parce que la Fed est en quelque sorte en soutien. Et ça, c'est un point qui est également intéressant de mon point de vue. L'inversion de la courbe, bah, c'était ta question tout à l'heure, hein. En fait, effectivement, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin d'aller s'exposer sur de la duration, très importante pour avoir un excédent de rémunération. Non, au contraire, on a une inversion de la courbe. C'est-à-dire qu'on est, tout aussi bien payé, voire mieux en étant sur du court que sur du long. C'est ce qu'on a ici à gauche avec le spread 2 ans, 10 ans américain. On voit qu'aujourd'hui, on a, un différentiel de taux de 60 centimes entre le 2 et le 10 ans. En général, quand le marché a cette réflexion d'inversion de la courbe, ça veut dire que le marché quand même anticipe une récession dans les prochains mois. Je souscris tout à fait à ce point de vue. Je pense que on aura quand même un impact macroéconomique qui se matérialisera, tant aux États-Unis qu'en Europe, sur les prochains mois. On dit qu'en général, il faut 12 à 18 mois avant de commencer à entrevoir les effets d'une politique plus dure des banques centrales, pardon. Et on commence à y être, hein, puisque le mouvement a démarré en mars 2022. Donc, on va commencer à voir là sur les prochains mois probablement des éléments macroéconomiques qui vont avoir tendance à se dégrader. Même son de cloche en Europe, hein, même si on a un décalage temporel de quelques mois, cette inversion de la courbe en Allemagne entre le 2 ans et le 10 ans, elle s'est matérialisée en fin d'année dernière. Ça veut bien dire quand même que les opérateurs de marché sont positionnés pour une récession sur dans le futur. En termes de spread de crédit, alors bah c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, quand je parlais de composants de taux et de composants de spread. On voit que les spreads, finalement, depuis 2021, ont eu tendance à progresser. Alors c'est une très bonne chose, mais aujourd'hui, on est sur des niveaux de 130, 150 points de base de remontée des spreads de crédit sur les 18 derniers mois, qui nous permettent de nous situer aujourd'hui sur du 430, 450 points de base. C'est un niveau qui se trouve au-dessus de la moyenne historique des 10 dernières années, puisque la moyenne se situe plutôt aux alentours des 400 points de base, donc à 430, 450, on est au-dessus. Mais on n'est pas encore, à mon avis, sur les top niveaux qu'on pourrait entrevoir dans une période récessive. En général, on dit que c'est plutôt du 550, voire 600 points de base bien tassés dans un environnement récessif. Donc, on a probablement encore quelques éléments à la hausse sur les spreads de crédit dans les prochains mois. On va probablement encore souffrir avec une volatilité qui va se matérialiser et qui va nous amener sur des niveaux de spread probablement proches des 600 points de base. Mais globalement, dès aujourd'hui, on a déjà un niveau de rémunération qui est conséquent. Et ces niveaux de rémunération sont conséquents parce que on embarque effectivement des risques qui peuvent se matérialiser notamment au travers d'une remontée des taux de défaut. Si on regarde la dernière étude donnée par Moody's, on voit qu'au global, Moody's anticipe un taux qui passerait de 2% finalement il y a un an à plutôt quelque chose autour de 4%, hein, 4,3% attendu pour la fin d'année 2023, ce qui nous resituerait finalement dans la moyenne historique en termes de taux de défaut. J'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Moi, je pense que ces taux de défaut peuvent même aller un peu au-dessus de ces 4%, hein. Je ne serais pas surpris d'avoir des taux de défaut en Europe qui dépassent les 5% de manière peut-être très rapide, mais en tout cas, on verrait ce point marqué sur la courbe parce que on ne peut pas
s'imaginer qu'on peut remonter les taux directeurs comme ça pour essayer de maîtriser cette inflation sans que ça ait un impact in fine sur la microéconomie. Non, ça aura un impact. La question n'est pas de savoir si on va avoir une récession ou pas, hein. Je pense que la question, elle n'est pas là. La question est de savoir le timing et la profondeur. Combien de temps ça va durer et quelle va être la profondeur de cette récession. Et il est évident qu'aujourd'hui, bon, je n'ai pas la réponse. Je peux poser des hypothèses sur la table, bien sûr, mais indépendamment du scénario qu'on choisirait, de toute façon, ça va avoir un impact sur les taux de défaut. Alors aujourd'hui, le marché du crédit, sur la partie primaire, parce que c'est le graphique que je vous présente sous les yeux, on essaie d'évaluer la profondeur et la dynamique du marché primaire sur le marché du crédit en Europe. On avait très peu de marchés primaires jusque-là. Ça commence à frémir depuis la semaine dernière où on voit plusieurs deals qui se présentent dans le marché avec des coûts de financement, hein. Quand on parlait d'augmentation du coût du capital, là, on le retrouve bien avec les financements qui sont proposés par le marché des capitaux depuis la semaine dernière. On a des boîtes qui se financent à des niveaux 6, 7, voire même tout digit pour certains. C'est des niveaux de taux d'intérêt, des niveaux de taux de refinancement qui sont très importants. Donc ici, moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que, un, bon, on a un marché primaire qui est globalement atone, bon, qui semble frémir. Il faut voir si c'est pérenne dans le temps, mais c'est surtout pour refinancer des bonds. C'est pas pour des opérations de M&A, c'est pas pour développer du capex parce qu'on souhaite alimenter une nouvelle ligne de production. Non, c'est plus pour du refinancement. Et donc ça va avoir des impacts probables à moyen terme sur le développement et la capacité du chiffre d'affaires à poursuivre une expansion relativement linéaire. Aujourd'hui, on refinance, on essaie de vraiment gérer le stock de dettes qui arrive à échéance 2023-2024 et on refinance ces dettes avec des coûts plus importants et sur des structures de maturité environ à 5-6 ans en moyenne. Voilà, donc Ouais, non, parfait. Juste avant de rentrer dans le détail de Recrédit Opportunité, j'ai un petit point parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Je suis très content qu'il y ait autant de questions. Ça veut dire que ça intéresse cet univers obligataire. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions sur la partie taux de défaut. Parce qu'évidemment, c'est un vrai sujet, la partie défaut. C'est quoi les impacts qu'on peut avoir on va le voir sur Recrédit Opportunité parce qu'on a utilisé un petit peu cette histoire de défaut potentiel. Quel serait l'impact de la hausse du taux de défaut sur un Sony Opportunité 2025, par exemple, sachant qu'aujourd'hui, sans jeter de fleurs à l'équipe obligataire qu'on a constituée chez Sony, mais elle a plutôt été de très bonne qualité sur cette capacité à ne pas avoir de défaut. Le point important pour moi, et après je laisserai répondre Kevin, c'est que c'est pas parce que tout d'un coup il y a plus de taux sur le marché qu'il suffit juste d'appuyer sur des boutons en disant bah voilà, je regarde une liste Bloomberg et puis je vais chercher celles qui ont du taux et puis on verra bien ce qui se passe. Comme j'ai du taux, je suis protégé et ainsi de suite. Aujourd'hui, plus ça paraît simple, moins il faut baisser la garde. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet que tout le monde n'a pas forcément anticipé. Mais aujourd'hui, on retrouve aussi une capacité des gérants obligataires. En tout cas, je pense qu'il faut choisir des gérants obligataires qui ont la capacité d'être sélectifs dans l'univers de taux qui se prête à nous aujourd'hui. Parce que quand sur un portefeuille pour aller chercher du 6 ou du 7, j'ai envie de dire sur le papier, ce n'est pas très compliqué. En revanche, le point qui est important, c'est de savoir ce qu'on va sélectionner, pourquoi on va le sélectionner, et surtout d'essayer de se dire, voilà, le sujet quand même du crédit, c'est est-ce que l'émetteur qu'on embarque dans le portefeuille, est-ce qu'il va être en capacité de payer sa dette ou pas? Et ça, c'est un élément complémentaire qui milite pour des fonds d'AT courts. Parce que le bon sens veut aussi que plus on va être court, plus le taux de défaut risque d'être faible parce qu'on a une visibilité qui est pas sur une boîte 2028 ou 2029, mais sur une boîte horizon 2025. Donc c'est aussi un élément qui milite pour des fonds courts. Et aujourd'hui, après, tout le travail de l'équipe de gestion, justement, c'est d'essayer de choisir les émetteurs. Évidemment, ceux qui ne vont pas faire défaut, parce que sinon, on ne va pas bien faire notre travail. Voilà. Alors, à la réponse à ta question sur les impacts qu'implique une remontée des taux de défaut, en fait, moi, je pense que le marché, il va y avoir une polarité qui va se mettre en place dans le marché avec une augmentation de la dispersion.
C'est-à-dire qu'on va avoir les très bons émetteurs et on va avoir les émetteurs qui sont très mauvais et qui vont avoir des difficultés structurelles et dont la dette va pas nécessairement très bien se comporter. Donc cette cette polarité, hein, qui est déjà amorcée dans le marché, hein, parce que si on reprend les précédents webinaires, je parlais déjà de cette dispersion des risques. Elle va s'accentuer, elle va se poursuivre et elle implique plusieurs choses en fait, dans la construction d'un portefeuille. Elle implique déjà effectivement, comme tu le soulignais, heu, ça va être plus difficile aujourd'hui qu'hier pour construire des portefeuilles parce il va falloir faire du bond picking encore plus fin que, celui qu'on pouvait faire auparavant et donc ça va être très bénéfique pour les gérants qui ont, des backgrounds d'analystes, des gérants qui savent lire des bilans, des gérants qui ont une expérience et qui connaissent, quand même l'univers, sur lequel ils sont, au quotidien. Donc il va falloir choisir les bons émetteurs. Ça, c'est le 1er point, de manière à éviter cette dispersion. Le 2e élément pour essayer de construire des portefeuilles qui génèrent de la performance dans la durée, il va falloir être bien positionné sur la qualité de crédit et on va le voir, tu devances un peu la presse, mais juste en 2 mots, moi ce que j'ai, essayé de mettre en place dans le portefeuille, c'est remonter la qualité de crédit de manière à, heu, à protéger une partie du portefeuille si on avait un scénario de récession. Parce que ce sont que des hypothèses posées sur la table. Moi, je peux vous dire: «Oui, on va avoir une récession», mais merci Kevin, de me le dire, mais je suis pas Madame Soleil, mais en tout cas, j'essaie de protéger le portefeuille, de le construire de manière à essayer de profiter de cet environnement récessif qui pourrait se matérialiser sur les 12 prochains mois. Donc, dispersion des risques, augmentation de la qualité de crédit et donner de la granularité au portefeuille sans tomber dans de la gestion passive, parce que je pense que c'est pas du tout le bon thème. Hein. Rentrer 300 lignes en portefeuille, ça va simplement se traduire par plus d'émetteurs qui vont faire défaut finalement dans votre portefeuille, parce que si vous rentrez 300 lignes avec 3% de taux de défaut, bon, bah, vous allez avoir 9 lignes chaque année qui vont faire défaut. Non, l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'aller chercher un peu plus de granularité, de le faire avec de l'investment grade ou des sociétés sur la frange haute du high yield, de manière à être robuste et d'aller chercher des histoires, des vraies histoires de bond picking, là où on peut retrouver du taux. Hein. Tu parlais de sociétés avec du taux. On peut faire aujourd'hui, euh, on a beaucoup plus de matière à travailler dans cet univers et c'est ce qui est plaisant. Mais tous les taux proposés dans le marché ne sont pas bons à prendre. Donc il va falloir être extrêmement sélectif et c'est ce à quoi on s'attelle à faire au quotidien, notamment au travers de ce véhicule Eurocrédit. Ok. En 2 mots, la genèse de ce fonds-là. Bon, moi, je suis arrivé en 2018. J'ai repris Eurocrédit qui s'appelait auparavant Sony Euro Stratégique Plus. Je l'ai repris donc à la gestion en 2019. L'idée était d'offrir à la clientèle retail un fonds tout-terrain crédit. Donc, un fonds sans a priori, c'est quoi un fonds sans a priori? C'est un fonds qui peut faire de l'investment grade, qui peut faire du high yield, qui peut faire du distress, parce qu'on peut gagner de l'argent en allant chercher des sociétés qui tombent en défaut. Hein. Y a pas un tabou. Moi, je l'ai fait pendant plus de 7 ans et on gagnait de l'argent. On peut gagner de l'argent en faisant du distress. Il faut simplement bien choisir les histoires que l'on veut jouer. Donc, un fonds sans a priori, c'est un fonds qui peut s'intéresser à tout le panorama du crédit. Sauf, et je le précise ici, sauf les financières AT1. On n'a pas l'agrément pour le faire, on n'a pas de velléité spécifique à aller le demander, mais on peut faire des financières et on le verra un peu plus loin dans la presse. Donc des financières, des corporates, on ne fait pas des AT1, mais je peux tout faire, je peux même faire du distress, je peux même faire du selective default. C'est quelque chose qui est tout à fait entendable à partir du moment où j'ai le meilleur couple rendement-risque qui m'est proposé. Voilà, c'est mon ADN central dans le fond, c'est d'aller chercher le meilleur couple rendement-risque, le meilleur rendement ajusté du risque intrinsèque du sous-jacent. Aujourd'hui, j'ai une photographie du portefeuille qui est relativement proche d'une opportunité 2025, hein, c'est-à-dire que j'ai une sensibilité relativement courte. Pourquoi elle est courte? Bah, on l'a dit, pas besoin d'aller sur du plus long pour avoir un excédent de rémunération. Non, au contraire, je peux rester sur du court et j'embarque du rendement. Donc j'ai une sensibilité qui est aujourd'hui à un peu moins d'1,80.
J'embarque du taux, hein, mon yield to worst, il est à 7,50, 7,51. C'est des niveaux, si on regarde par exemple la rémunération qu'offraient les marchés equity sur les 20 dernières années, on est sur ces niveaux-là, hein, 7 à 8. Donc aujourd'hui, j'embarque un taux qui est similaire à la performance générée par les marchés equity sur 20 ans, mais simplement, je suis seniorisé par rapport aux equity. Donc, je suis plutôt confortable avec cette idée-là. J'ai un peu de cash pour saisir des opportunités et j'essaie de donner de la granularité. Aujourd'hui, je vous présente le top 10 du portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, j'avais des j'avais des paris très marqués il y a 2-3 ans dans le portefeuille où j'avais des positions qui représentaient 3, 3,5, 4% de l'actif. Aujourd'hui, non. J'essaie de redonner de la granularité tout en ayant une gestion active, hein, puisque j'ai 80 lignes en portefeuille, mais j'essaie de rediluer mes paris de manière à limiter les impacts parce que on reste humain et on n'a pas eu de défauts non souhaités dans le portefeuille, mais ça peut arriver demain. Donc, j'essaie de réduire ce risque spécifique dans le portefeuille et ça passe par réduire la pondération en ligne à ligne. Donc, la Pemex 2025 que j'ai en portefeuille, elle ne représente pas plus de 2,50 de mon actif aujourd'hui. Voilà, ventilation par notation. Alors, je préférais qu'on parle ici de la ventilation par rating parce que je pense que ce slide-là illustre bien cette flexibilité qu'on trouve dans les fonds ouverts et qu'on n'a pas nécessairement dans les fonds datés. Et ça peut-être que ça fait le lien dans toute cette présentation et dans ce match que l'on a souhaité mettre en avant ici. J'étais full risque au moment du Covid, hein, c'est-à-dire que j'avais 75% d'émetteurs simple B et triple C, l'idée étant de jouer la recovery, la réouverture des économies, le boom avec le choc de demande, etc., etc. Donc, j'avais un fonds Eurocrédit qui était très exposé au risque, avec 75% en B triple C. Et on voit sur ce graphique-là que j'ai graduellement, notamment depuis l'été 2021, réduit cette part sur la frange basse du high yield. Au profit de quoi j'ai remis de la qualité de crédit puisque j'ai remonté ma poche violette foncée qui est ici en avril 2023 à 53% en investment grade ou WB. Donc j'ai eu une inversion, j'ai remonté ma qualité de crédit sans pour autant dénaturer le taux, hein, puisque le yield to worst était à 7,50, c'est à peu près ce que je pouvais avoir en juin 2021. Et je l'ai fait avec l'objectif final de permettre au fond de bien se comporter si on a une macroéconomie qui se dégrade. Parce que si on a une macroéconomie qui se dégrade, il est évident que je vais embarquer énormément de volatilité sur ma frange B et ma frange triple C, qui représentent aujourd'hui 47% de l'actif. Donc je vais souffrir sur ces 47%. Ça va me permettre de retrouver d'autres points d'entrée pour moyenner mon PRU et reconstruire une performance pour les mois futurs. Mais je vais avoir cette partie-là B triple C qui va souffrir, mais je vais avoir l'autre moitié en double B et en IG qui, elle, va bien se comporter parce qu'il va y avoir probablement un mouvement de flight to quality qui va s'opérer si on rentre en récession et mon portefeuille, il va en profiter. Donc, c'est ce qu'on a cherché à faire ici et je pense que ce graphique-là montre bien la flexibilité que j'essaie de mettre au quotidien dans le portefeuille. Donc, je remonte la qualité de crédit et je remonte, et ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau depuis quelques semaines, je remonte la duration de manière graduelle dans le portefeuille. C'est-à-dire que quand, si vous voulez, schématiquement, je retrouve du 10 ans français à 3,25, du 10 ans allemand à 2,75, c'est pour moi, ça commence à être des niveaux où je peux tranquillement commencer à remettre de la duration investment grade ou WB+ dans mon portefeuille parce que j'estime que ça commence à être des niveaux intéressants. Non pas que ça soit les points hauts, je pense que les points hauts sur un 10 ans français, je pense qu'on verra les 3,50, on verra probablement même 3,75 potentiellement. Je vais pas nécessairement chercher le point haut, mais par contre, je commence à construire mon portefeuille pour essayer de bénéficier. Donc, j'augmente ma duration embarquée dans le portefeuille et ça, c'est quelque chose qui n'était pas le cas en 2022. En 2022, mon discours, c'était: «Il faut que je sois le plus défensif possible en duration de manière à atténuer la composante taux».
Là, maintenant, je commence à être plus à l'aise pour mettre de la duration dans mon portefeuille. Et ça se traduit ici, je remets un peu de 2027, je mets du 2028 et du 2029. Qu'est-ce que j'ai fait, en termes d'acquisition, de nouvelles lignes dans le portefeuille? Hem, moi, je résumerais ça en 3 blocs. J'ai un remonté en qualité de crédit, on l'a bien vu avec le slide sur les ratings. J'ai augmenté, la duration de manière progressive, donc ça se fait au travers d'émetteurs comme EasyJet, sur lequel je vais, m'exposer à un emprunt 2028. Pourquoi je le fais? Je le fais, bah, si on regarde par exemple ce qu'a dit, l'IATA, tout récemment, l'IATA nous dit: «Bah, j'ai du volume et j'ai une capacité de répercussion en prix qui est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, hein». Les managers, dans les compagnies aériennes sont enchantés de pouvoir remplir, pleinement leurs avions en augmentant les prix. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu et qui est lié au fait qu'on a un gros boom sur le travel and leisure, heu, dans le monde au sens large. Donc EasyJet va profiter de cet élément-là. SAPI dans le compartiment des packaging, je ne fais pas beaucoup de packaging parce que c'est un secteur relativement cyclique, mais dans ce compartiment cyclique packaging, je vais aller chercher le meilleur acteur ou en tout cas celui qui semble m'offrir le meilleur, couple rendement-risque et donc en allant chercher une boîte, comme SAPI, qui est leveragé à moins de 2 fois en dette nette sur EBITDA, qui génère des cash flows. Je suis aujourd'hui sur un environnement à 5,5 en termes de rémunération, qui est quelque chose qui me plaît bien. Donc voilà ce que je fais sur ce premier bloc. Il y a un deuxième bloc qui est la création d'une position globale sur le secteur bancaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement imaginé en début d'année. C'est quelque chose que j'ai construit en fait à la mi-mars. C'est-à-dire que c'est aussi un point central et un point de différenciation entre un fonds daté et un fonds ouvert, c'est que le fonds ouvert, je peux profiter d'une situation qui se matérialise dans le marché. Donc typiquement, au moment du stress, SVB, Crédit Suisse, moi le lundi, post-week-end où, Crédit Suisse s'est fait racheter par UBS, bah, lundi matin, moi j'ai acheté de la dette, bancaire européenne. C'était pas quelque chose que j'avais prévu initialement, mais ce stress-là, quand j'ai étudié, le secteur bancaire en Europe et que j'ai constaté, on le savait, mais moi j'ai refait tourner, pour être, certain de ne pas faire d'erreur, mais le secteur bancaire en Europe, il est relativement bon, hein. Si on, prend, le ratio Core Equity Tier 1, on est sur une moyenne autour de 15. Ce sont des niveaux qui sont, très bons et qui sont liés en fait au fait que, la crise financière de 2008 nous a amené à avoir une réglementation extrêmement dure sur le secteur bancaire, dès lors et donc on a des banques qui sont extrêmement saines avec, des NPL relativement contenus. Donc je me suis dit: «Bah, je vais faire des majors européennes au travers de BNP, Crédit Agricole, BPCE. Je vais mixer la nature des sous-jacents, c'est-à-dire que je vais faire de la senior non preferred, mais je vais faire également de l'emprunt subordonné daté, hein, des lower tier 2, de manière à essayer de construire une performance, sur du moyen terme. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis la mi-mars et que je vais probablement, s'il y a des secousses, dans le marché, qui se présentent, que je vais, c'est une part que je vais renforcer. Les situations spécifiques, bah, elles sont liées, on va dire, à l'environnement quotidien du marché. Je me suis renforcé sur du Valorec, 2026 parce qu'il y avait un boom sur l'énergie et puis Valorec est dans une dynamique d'amélioration de ses métriques financiers qui est relativement importante, donc je veux surfer sur cette vague-là. SFR dans le secteur télécom avec un pricing power dans le secteur, bah, je vais aller chercher un emprunt sécurisé, 2025 pour lequel aujourd'hui je suis à 7,5 de rendement, donc j'estime que j'ai un couple rendement-risque qui est plutôt attractif et puis Adient dans les équipementiers automobiles, aux États-Unis où là j'avais une rémunération à l'époque qui était proche des 6 sur une maturité très courte. Donc ça fitait pas mal sur la duration et le niveau de rémunération que je souhaitais mettre en place. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, en résumé, dans le fond, sur les 4 premiers mois de l'année et l'idée finale, hein, comme je l'avais dit, c'est de profiter d'un potentiel mouvement de flight to quality qui pourrait s'opérer dès lors qu'on aurait un mouvement,
de flight to quality lié au fait que la macro se dégrade. Donc ça, c'est ma poche IGW qui représente 53% du portefeuille aujourd'hui et qui va me permettre d'atténuer ces chocs-là. Et puis, mon autre poche, celle qui est un peu plus volatile, qui est liée au high yield spécifique, hein, les vraies histoires crédit que je vais sélectionner, celle-ci va effectivement probablement souffrir dans un premier temps, mais elle me permettra d'aller me réexposer sur ces dossiers-là de manière à construire la performance future. Voilà ce qu'on essaie de faire au quotidien. C'est pas forcément facile, on n'y arrive pas toujours, mais disons qu'on essaie de se donner les moyens de créer de la richesse quand même pour nos investisseurs. Un mot sur la gestion du risque de crédit, parce que c'est un point qui est central et tu avais une question sur les taux de défaut, donc c'est typiquement ça. Aujourd'hui, même si on a une remontée des taux de défaut, et c'est ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que les niveaux de taux absolus dans le marché du crédit en euros high yield, on est sur des niveaux tellement élevés qu'on permet d'absorber une remontée des taux de défaut. Et ça, c'est un point qui est central, qui veut dire qu'aujourd'hui, on est payé pour le risque. On n'aura peut-être pas le meilleur timing, on n'aura peut-être pas toujours les bonnes idées, on aura peut-être des taux de défaut dans le portefeuille. D'ailleurs, c'est pas un gros mot, hein, je l'ai dit. Moi, je peux aller chercher des défauts dans le portefeuille. Ça fait partie de l'ADN central du portefeuille, mais on peut faire de la performance mine de rien. Donc, si on dit que les taux de défaut, et c'est le cas pratique qu'on vous montre ici à l'œuvre, si on dit qu'on fait 4% de taux de défaut, donc le taux de défaut du marché, et que je fais 3 fois pire, donc 12%, que je prends une hypothèse de recovery à 42%, bah, je ferai une performance flat. Mais il faudrait que je fasse 12% de taux de défaut. Bon, ça peut arriver, mais c'est vraiment un worst case scénario. Voilà. Mais si on fait le taux de défaut du marché 4%, bah, on arriverait quand même à délivrer un niveau de rémunération aux alentours de 5% brut, ce qui me paraît relativement. Alors, c'est pas le. Il y a peut-être mieux à faire, ouais, mais on va dire que c'est quand même pas si catastrophique que ça. Voilà. Un mot peut-être sur les caractéristiques du fonds. Je vais peut-être te laisser, Christophe, évoquer ça. Oui. Ouais. Non, il y a beaucoup de questions aussi, donc on va essayer de refaire une petite partie de questions-réponses. Remets la slide d'avant si tu veux bien. Oui, bien sûr. Et voilà, il y a une question, enfin plusieurs questions sur est-ce que tu peux refaire ta démonstration sur pourquoi on remet de la duration aujourd'hui, alors qu'on pourrait imaginer qu'avec les taux qui pourraient remonter ou une inversion de la courbe, voilà, est-ce que tu peux refaire le raisonnement pour que ce soit bien clair pour tout le monde sur cette partie mettre un peu plus de duration dans le portefeuille? Alors, je remets de la duration, mais de manière graduelle, c'est-à-dire que je le fais par étapes. D'accord? Je ne vais pas rebalancer mon portefeuille, je ne vais pas aller à l'inverse de ce que j'ai pu dire depuis 18 mois. D'accord? Donc, je le fais de manière graduelle. 2, en restant humble, parce que les vérités sont successives, je n'aurai probablement pas le point le plus haut sur les taux. D'accord? Donc, ce que je dis, c'est que il y a encore du chemin à la remontée des taux souverains sur les prochains mois, parce que probablement que les politiques monétaires vont continuer de se durcir et que donc la composante taux va continuer de monter. Mais de manière graduelle, quand je commence à rentrer schématiquement, hein, c'était pour illustrer un peu mon propos, quand je commence à remettre de la duration, dès lors que j'ai un 10 ans français autour de 3,25, peut-être que ce 10 ans français ira à 3,50, 3 quarts. Je n'en sais rien. Les marchés vont tellement vite. On peut se taper une mini crise bancaire et on peut avoir un mouvement de flight to quality avec en 2 séances 75 BP de compression. Donc ça va tellement vite que je rentre graduellement sur des niveaux. Alors, je le fais pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à 3% sur le 10 ans français, c'est trop bas. Mais à partir de 3,25, je commence à rentrer de la duration parce que je me dis, bon, bah, on s'approchera progressivement du taux terminal. Et même si ce taux terminal, il reste durablement longtemps, quand je dis durablement, c'est quelques mois, hein, parce que moi, je n'arrive pas à voir à 3,5 ans dans les marchés. Si déjà j'arrive à voir à 3-6 mois, c'est déjà pas mal. Donc, il restera durablement pendant 3-6 mois sur un taux terminal élevé, bah, je vais embarquer du carry. Et puis, c'est une option quasiment gratuite parce que s'il y a une mauvaise nouvelle, s'il y a un gros choc sur la macroéconomie, ce 3,50, 3 quarts qu'on aurait sur le 10 ans français, bah, il peut tout de suite prendre 50 centimes à la baisse. Et c'est là où ma duration, elle va me permettre d'atténuer parce que je vais avoir une composante spread qui, elle, va augmenter, puisque si on se trouve dans un scénario de récession,
il est fort logique que les 430 points de base que j'évoquais tout à l'heure sur les spreads de crédit, il est fort logique que ce 430 points de base se transforme peut-être en quelque chose à 550 ou 600 points de base. Donc, je vais souffrir sur cette partie-là. Par contre, je vais gagner sur ma duration parce qu'il va y avoir ce mouvement de flight to quality qui va me permettre d'atténuer. Et donc, je vais avoir un peu le meilleur des deux mondes. D'accord? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je ne vais pas avoir les points hauts, mais plus je me rapproche de ce taux terminal, plus je vais commencer à être à l'aise pour mettre de la duration. D'accord? Je ne le fais pas spot aujourd'hui parce qu'on est trop bas. On est trop bas, mais on a déjà vu, et je l'ai mis en place dans Eurocrédit, on a déjà vu un 10 ans français à 3,25. J'ai acheté de l'emprunt français de duration longue que j'ai ressorti le lundi matin au moment de la crise bancaire. Ça m'a permis de générer un gain en capital assez important. Donc, j'essaie de le faire comme ça. Hein. L'idée n'est pas de transformer mon portefeuille en le mettant sur du 2030. Non. Mais d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas les bons points d'entrée. Mais si on a les bons points d'entrée à partir, c'est pour illustrer le propos, parce que les vérités sont successives, mais à partir de 3,25 sur du 10 ans français, moi, je commence à remettre de la duration progressivement, parce que je n'aurai pas les points les plus hauts, mais je vais accompagner cette remontée des taux, je vais embarquer du carry, et si demain, il y a un gros choc sur la macroéconomie, probablement que je vais avoir un mouvement de flight to quality qui va me profiter à ma duration. Voilà, c'est un peu la logique que j'essaie de mettre en place sur cette thématique de remontée progressive de la duration. Parfait. Alors, tu as un peu répondu à la question d'après, mais c'est une question aussi sur ces fameux spreads de crédit et sur est-ce que finalement ce spread de crédit reflète les anticipations de récession globalement slash détérioration de Non. l'économie. Voilà, la réponse est non, À ce stade, clairement. non. À ce stade, non, mais comme il y a deux composantes, c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure, il y a cette composante taux et cette composante spread. La composante taux ayant substantiellement remonté depuis l'année dernière, même si la composante spread n'a pas tout donné, je pense qu'il y a un potentiel d'écartement des spreads de crédit qui est, à mon sens, plutôt évident. Mais au global, on a du taux. Tu vois. Pour vous donner un ordre d'idée, le taux nominal sur le high yield européen aujourd'hui, c'est 8%. 8% de rendement. Donc, on peut absorber des taux de défaut. Probablement qu'il va y avoir des spreads de crédit qui vont remonter, mais peut-être qu'à l'inverse, on va avoir une composante de taux qui va rester stable, voire même qui va peut-être un peu baisser. Et donc, l'un dans l'autre, on va avoir un équilibre. Mais effectivement, sur ta question, aujourd'hui, les spreads de crédit à 430, 450 points de base ne reflètent pas pleinement la probabilité d'un scénario où on aurait une récession. Non. Okay. Juste toujours un petit point de forme pour ceux qui n'oseraient pas poser la question. Le spread de crédit, c'est quoi? C'est l'écart de rémunération, d'accord, entre le rendement actuariel d'une obligation corporate et le rendement d'un emprunt sans risque. Voilà, c'est ça qu'on appelle le spread de crédit pour que tout le monde ait bien la définition en tête et que vous ne soyez pas trop perdu dans cet environnement-là pour ceux qui sont moins familiers avec cet univers obligataire, mais il va falloir le devenir parce que, évidemment, sur les séquences qui vont arriver, voilà, la classe d'actifs obligataires, vous l'avez compris au travers de ces échanges, mais certainement avec les échanges avec d'autres, on retrouve quand même toutes ces vertus. Voilà, écoutez, on aura fait 1 heure alors qu'on avait pu faire 45 minutes, donc ça veut dire que c'était plutôt pas trop mal et qu'on a répondu, j'espère, à toutes vos questions. Pour les questions auxquelles je n'ai pas répondu, parce qu'il y en avait très nombreuses et je ne les ai peut-être pas toutes vues, on reviendra en aparté, Blaise, Nicolet ou moi, pour vous y répondre. Et aucune question ne sera évidemment mise de côté. Voilà, merci à tous pour votre attention. Passez une bonne fin de journée et je vous dis à tous à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci à tous. Belle journée.